Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant devoir payer une taxe pour chaque morceau de bois utilisé pour réparer un bateau. Ou bien donner une partie de son pain au seigneur local à chaque fois que vous le faites cuire. Non, non, ce n'est pas de la fiction, c'était la réalité pour les habitants d'une petite ville bretonne au XVIIe siècle. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Ah, on a tendance à se plaindre de nos impôts aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, croyez-moi, c'est rien du tout comparé à ce que vivaient les gens du Fao il y a plus de 300 ans. Leur système de taxation, c'était quelque chose d'une toute autre dimension. Pour comprendre ça, on a un guide incroyable, un document de 1682. C'est un inventaire qui détaille, avec une précision quasi chirurgicale, tout ce que le seigneur du coin pouvait exiger. Et accrochez-vous bien, parce que le monde qu'il nous dépeint est à des années-lumière du nôtre. Ok, avant de se jeter dans les chiffres, la question c'est qui profite de tout ça? Au Faso, en 1682, toutes les richesses, elles convergent vers un seul homme, le très puissant duc de Richelieu. Et encore, ça, c'est juste un petit bout. Ce titre interminable, ce n'est pas juste pour faire joli, hein. Chaque mot, chaque titre, ça représente une terre, un pouvoir et surtout une source de revenus. C'est toute la structure de la puissance féodale qui se déploie juste là, sous nos yeux. Mais attention, son pouvoir n'était pas que financier. Loin de là. Il était à la fois juge et bourreau. Le document mentionne même son droit de potence, c'est-à-dire le droit de vie et de mort sur les gens de son domaine. Il n'y avait personne au-dessus de lui. Son autorité était absolue. Alors concrètement, comment ce pouvoir absolu se traduisait dans la vie de tous les jours? On va aller au cœur de l'activité de la ville, le marché. Ici, chaque transaction, chaque vente impliquait de donner une part au duc. Le système, il était d'une précision redoutable. On vendait du grain, le seigneur prenait une écuelle par sac. On louait un étal dans la halle, il fallait payer le droit de coutume. On vendait dehors, un autre devoir de coutume s'appliquait. Bref, impossible, mais vraiment impossible d'y couper. Et attention, on ne parle pas de montants symboliques. Rien que pour les ventes qui se faisaient à l'intérieur de la halle, le duc touchait 200 livres par an. Pour l'époque, c'est une somme énorme. On rajoute à ça 50 livres pour les ventes à l'extérieur. Au final, rien que le fait de permettre aux gens de vendre leurs produits, ça rapportait une petite fortune au seigneur, pièce par pièce. Bon, on a vu la terre. Maintenant, passons à la mer. Le Faou était un port plutôt actif. Et vous vous en doutez, chaque bateau qui accostait, chaque marchandise qui était déchargée, eh bien, c'était une nouvelle occasion de remplir les caisses du duc. Ce qui est complètement fou ici, c'est le niveau de détail. On ne taxait pas le bateau en lui-même. Non, non, on taxait chaque pièce qui le compose, la quille, le mât, le haubans et même la moindre petite planche de bois. C'est une micro-taxation systématique, payée en sol et en deniers, les monnaies de l'époque. Et le système, il était même progressif, si on peut dire. Un grand voilier qui entrait au port, c'était 6 sols. Une simple barque, 2 sols et 6 deniers. La taxe s'adaptait à la taille du navire. Logique, oui, mais surtout implacable. Une fois qu'on additionne tous ces petits droits portuaires, on arrive à 60 livres par an. Alors ça peut sembler moins impressionnant que le reste, mais ça montre bien une chose. Chaque pièce de monnaie, chaque denier était méticuleusement traqué et collecté. Ok, on a vu les taxes sur le commerce, maintenant on passe au niveau supérieur. La forme la plus puissante de contrôle économique, celle qui touchait directement à la survie des habitants, les monopoles. Ah, le four banal. Ça, c'est vraiment un concept clé du système féodal. Le principe est d'une simplicité désarmante. Seul le seigneur a le droit de posséder un four. Donc, pour faire cuire son pain, l'aliment de base par excellence, tout le monde était obligé de passer par le four du seigneur. Et bien sûr, de payer. Et là, c'est simple. Il n'y avait pas le choix. Aucune alternative. C'était un contrôle direct sur l'alimentation de chaque famille et donc sur leur survie. Et le prix à payer pour ça? Le document nous le dit noir sur blanc. La taxe, ce n'était même pas de l'argent. C'était bien plus direct. C'était en nature. Un 16e de chaque pain qui sortait du four revenait de droit au seigneur. Après le four pour la cuisson, il y avait bien sûr le moulin pour la mouture. Et le principe du moulin banal, c'est exactement le même. Tout le grain récolté devait obligatoirement être moulu au moulin du duc. Il contrôlait donc toute la chaîne, de l'épi de blé à la miche de pain. Et là, attention, accrochez-vous bien aux chiffres. 700 livres par an. C'est, et de très très loin, la plus grosse source de revenus du duc au Faou. Le moulin, ce n'était pas juste un service, c'était le véritable joyau de sa couronne financière.
Alors, quand on met tout ça bout à bout, on commence à comprendre. Ce ne sont pas juste des taxes éparpillées, c'est un véritable système, une toile d'araignée où chaque fil mène tout droit au trésor du Seigneur. Et le contrôle allait tellement loin qu'on taxait même le simple fait de se déplacer. On traverse la ville, hop, il faut payer. Un cheval ferré, 8 deniers. Une douzaine de moutons, 4 deniers. Un cochon, 2 deniers. Une cargaison de poissons, 4 deniers. Même le ballot d'un marchand ambulant y passait, 1 denier. Chaque pas, chaque marchandise en transit était une source de profit. Le bilan, il est sans appel. Ce qu'on découvre avec ce document, c'est une société où quasiment aucune activité économique, mais vraiment aucune, de la plus grosse à la plus minuscule, n'échappait à la sphère d'influence et de prélèvement du Seigneur. Et ça nous amène à la question de fond. Vraiment, quand une seule et même personne tire profit de chaque clou planté, de chaque poisson pêché, de chaque miche de pain, comment est-ce qu'une société fait pour tenir debout ? Ces systèmes de dépendance totale a tenu pendant des siècles, mais on imagine bien les tensions qui s'accumulaient sous la surface. Des tensions qui, un siècle plus tard, en 1789, allaient finir par tout faire exploser.